Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Panorama. On profite de nos belles stations et une fois n'est pas coutume, il faut bien l'avouer, nous avons décidé de nous intéresser au PageX. Nous avons donc installé notre plateau itinérant ici à Crozet en plein cœur de la station de Montjura dans le département de l'Ain. Et pour m'accompagner pour cette première émission, deux hommes qui connaissent très bien les lieux. Claude Grogurin, vous êtes le président de l'Office du tourisme du PageX Montjura. Bonjour à vous. Bonjour. Éric Boyer, coureur cycliste, VTTiste, parapentiste. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour cette émission. Claude Grogurin, on va commencer avec vous. Une première question toute simple. Pouvez-vous nous présenter votre station ? Alors la station Montjura, c'est la station qui est la plus élevée du département de l'Ain et du massif du Jura, qui a le plus grand dénivelé. Mais ça, Eric va vous parler de tout ça beaucoup mieux que moi. Elle est composée de 4 villages qui sont l'Elex, Mijoux, Crozet et Chézery-Foran. Il y a différents domaines. Il y a le domaine de Mentières, le domaine de l'Elex-Crozet, le domaine de Mijoux-la-Faucille pour le ski de piste, le ski alpin, et le domaine de la Vatec, qui est un des plus beaux domaines de ski de fond, je ne vais pas dire de France, mais un des plus beaux domaines de France. On aura l'occasion d'en parler dans une émission plus tard dans la semaine. Comme son nom l'indique, on est donc dans le Jura. Quelles sont les particularités de ce massif par rapport au massif alpin ? Alors la particularité administrative déjà, c'est qu'on est dans le massif du Jura, mais dans le département de l'Ain. Alors c'est un avantage pour certaines choses, puis c'est un petit inconvénient pour la communication, ça ne simplifie pas forcément les choses. Mais voilà, ça c'est sa particularité. Après, on a un domaine qui a rien à envier à certaines stations des Alpes, parce qu'on a du dénivelé, on a de la pente, et on a la chance, du côté vallée de la Valserine, d'avoir une orientation qui est nord-nord-est, et qui conserve bien la neige. Donc bien qu'étant à une altitude qui est, il faut le reconnaître, relativement basse, on part de 900 mètres pour monter à 1650, on conserve bien la neige. On va dire qu'on a des équivalents de 300-400 mètres de plus dans les Alpes, en Haute-Savoie en tout cas. Qui vient ici ? Quel est le profil de vos vacanciers ? On a déjà la clientèle locale, évidemment, tout le bassin lémanique, le bassin du PageX, qui est une bonne partie de notre clientèle. Et puis sinon, on a évidemment la clientèle de la région parisienne, du nord, de la Bretagne, toutes ces zones qui ont été démarchées depuis très longtemps par les villages avant qu'ils ne soient regroupés dans la station. Et on a gardé un fond de clientèle de ces régions-là. Éric Boyer, je le disais en introduction, vous êtes VTTiste, parapentiste. Que diriez-vous de cette destination ? Pour moi, c'est un très beau terrain de jeu, que l'on fasse du vélo de route, du VTT ou du parapente. Nous avons la chance d'avoir le massif qui est orienté en gros du nord au sud, donc ce qui nous permet en parapente de voler sur des faces est face au Mont Blanc le matin, et puis de revenir par des faces ouest l'après-midi, ou de faire des très beaux vols du soir sur les faces ouest. Et puis en ce qui concerne le VTT, c'est assez complet. On peut faire du cross-country, on peut faire de la descente comme de l'enduro, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est un terrain qui est propice pour avoir de belles sensations ? Ah bah oui, c'est de belles sensations qui sont promis, quoi. Ouais. La diversité des paysages, j'imagine que c'est un vrai atout ? Oui, puisque dès qu'on est côté PageX, on est face au Mont Blanc, on a le lac Léman qui se trouve juste en dessous, donc c'est assez joli. Et puis dès qu'on est de l'autre côté sur la Valserine, on voit les différents plateaux du Jura, avec la rivière de la Valserine qui est en bas. Claude, Montjura au final est une station assez jeune, puisqu'elle a été fondée, si je ne dis pas de bêtises, en 1999. C'est ça, c'est le regroupement des sites de l'Elex-Crozet. On a choisi ce nom Montjura parce que pour essayer de bénéficier de la notoriété du Jura, quoi. Comment est-ce que vous avez réussi justement à tirer votre épingle du jeu avec les stations alpines aux alentours ? Les villages, alors les sites de l'Elex-Crozet ou de Mijoux-la-Faucille sont connus localement évidemment, mais depuis longtemps, puisque la première remontée mécanique a été construite à l'Elex en 1936 par Jean Gros-Piron, le grand-père d'Edgar, qui a appris à skier à l'Elex, contrairement à ce que beaucoup pensent. C'est important de le noter. Oui, c'est important. Et il revient très souvent dans la vallée. Et ensuite, depuis 1956, les domaines se sont développés avec la construction d'un télébène, de téléski, etc. Donc petit à petit, la clientèle s'est constituée. On a été chercher de la clientèle avec les moyens de l'époque, mais elle venait relativement facilement. On avait beaucoup de clientèle lyonnaise aussi, avant. Et puis, avec le regroupement, on a eu un peu plus de moyens, notamment depuis que l'agglo du PageX a repris
la compétence touristique et a mis les moyens qu'il fallait pour l'Office du tourisme. Donc on a plus de moyens pour aller chercher de la clientèle. Mais notre premier bassin de clientèle, c'est celle qui est à nos pieds, parce qu'on a cette chance d'avoir 100 000 habitants qui sont juste à 10 minutes des premières remontées. Il n'y a pas beaucoup de villes qui ont des stations, enfin une station aussi proche, quoi. Et une station avec autant de diversité, autant de choses à faire. Parce qu'on a parlé du ski, on parle de la station, mais on peut aussi parler de tout ce qui est à faire sur le plan culturel ou animation dans le Pays de Gex. On a une richesse incroyable. Alors ici, on peut évidemment skier, mais pas seulement, puisque comme beaucoup d'autres domaines skiables, vous avez opté pour la diversification avec énormément d'activités. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors on l'a vu avec Eric, on peut faire du VTT, on peut faire du parapente. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire plein de choses. De la randonnée, c'est illimité. On découvre en même temps les chamois. On se promène au milieu des chamois à certaines périodes. Et Alain Giraud en parlera, je crois que c'est demain ou je sais pas quand, mais il va vous parler de randonnée beaucoup mieux que quiconque. Mais on fait du VTT, on a plein d'autres animations qui se mettent en place de la vallée. Alors là, on ne peut pas dire qu'on soit à l'équivalent de certaines stations des Alpes, parce qu'on démarre, mais c'est en train de se structurer pour qu'on améliore l'offre qu'on peut apporter pour l'été notamment. Eric, qu'est-ce qui fait la différence ici selon vous? Je pense que c'est la proximité déjà, une première chose. Et puis on a, comme je disais tout à l'heure, un terrain de jeu exceptionnel puisqu'on peut y pratiquer l'hiver le kitesurf. On a un site qui est magnifique. On y pratique le ski alpin, le ski de fond, le ski de randonnée, comme disait Claude. Et puis l'été, en vélo de route, c'est assez exceptionnel. On peut rouler des centaines de kilomètres côté Jura sans rencontrer ou en rencontrant très peu de voitures, contrairement au côté Pays de Gex. Et puis le VTT, on a également un golf sur la vallée, donc il y a une diversification des loisirs à foison. Vous aussi, vous diriez, j'imagine comme Claude, que cette diversification, elle est aujourd'hui indispensable, forcément? Je le pense, oui, bien sûr. Il va falloir qu'on aille de plus en plus vers les 4 saisons, ça c'est une chose qui est sûre maintenant. Claude, on va parler un petit peu de votre parcours, puisque je crois savoir que vous habitez la station depuis toujours, on peut dire ça. Et puis tout le monde vous connaît, puisque vous êtes, en plus d'être le président de l'Office du tourisme, vous êtes aussi boucher charcutier, du moins vous l'avez été en tout cas. Officiellement, je suis en retraite depuis 9 ans, voilà, mais toujours un peu en activité, puisque c'est mes enfants qui ont repris. J'avais moi-même repris le fonds de commerce que mon père avait créé. Voilà. Comment on passe de boucher à président de l'Office du tourisme? Alors ça... Parce que je crois savoir qu'il n'y a pas de cursus. Non, il n'y a pas de cursus, non, j'ai essayé, mais il n'y a pas de... Non, mais je me suis toujours intéressé aux activités publiques, j'ai toujours été créé où on a été dans des diverses associations, et puis le développement touristique de notre village, de notre vallée m'a toujours passionné. Donc voilà, quand les élus de l'agglo m'ont demandé si je voulais prendre la présidence de l'Office de tourisme, j'ai pas hésité très longtemps. Voilà. C'est important, j'imagine, Eric, de voir quelqu'un du Sérail qui est à la tête d'un office de tourisme. C'est rassurant? C'est rassurant, oui, bien sûr. Quels sont vos objectifs pour la suite, là, en termes de développement de la station? Comme vous le disiez à l'instant, il faut absolument qu'on sorte des façons de fonctionner anciennes qui consistaient à ouvrir des remontées mécaniques l'hiver et puis à imaginer que quelques personnes puissent venir l'été. Il faut qu'on valorise les immenses atouts qu'on a pour que la clientèle fréquente la station et le Pays de Gex 4 saisons. Alors, c'est sans doute un peu utopique parce qu'il y a des périodes où c'est compliqué, mais il faut que l'été s'allonge beaucoup, que l'hiver s'allonge avec d'autres activités aussi. Et voilà, il n'y aura pas d'autres solutions dans un avenir à moyen terme, c'est sûr. Vos activités d'été, VTT, parapente, ça peut justement faire en sorte qu'on arrive un jour à presque un basculement du fonctionnement des stations? Je ne sais pas si on arrivera à un basculement, en tout cas pas, ou une équivalence? Pas dans l'immédiat, mais peut-être à une équivalence, exactement, oui, tout à fait. On est en plein développement au niveau domaine piste VTT, donc on a quand même pas mal de choses qui sont en train de se créer. Le parapente, on a de plus en plus d'adhérents sur le club du Pays de Gex, qui devient un club assez important. Et puis le kitesurf également, on voit que l'hiver, on a pas mal de monde qui vient faire du kite. Voilà, il n'y a plus que le ski, comme ça a été le cas pendant de nombreuses années. Dernière question, Claude. Je reprends votre casquette de président de l'Office du tourisme. On est début mars. Comment se sont passées ces vacances de février et plus généralement cette saison forcément
particulière après ce qu'on a connu, ce qu'on vit depuis 2 ans? Alors elle a été particulière de par la fréquentation et la demande qu'on a eue, on s'y attendait. Après 2 ans compliqués, les skieurs, les gens avaient envie de venir à la montagne. Alors la saison d'hiver dernier n'avait pas été complètement catastrophique. Je parle évidemment pas des structures de remontée mécanique, mais pour les autres commerçants, parce que nos clients ont découvert une autre façon de consommer les vacances et ils ont apprécié de pouvoir se promener, de faire de la rando, de faire de la raquette, de faire différentes choses sur la neige. Donc cette année, ils ont aussi consommé cette façon d'apprécier la montagne. Mais elle a été exceptionnelle aussi par des difficultés pour les ouvertures des remontées mécaniques qu'on a eues comme la plupart des stations, avec la particularité d'avoir plusieurs domaines. Donc si on ferme à quelque part, contrairement à d'autres stations où ça ne se voit pas trop parce qu'il y a une remontée de fermée, il y en a d'autres qui pallient. Nous, c'était un petit peu plus compliqué. Mais malgré tout, on a eu un temps qui a été tellement exceptionnel, avec des conditions d'enneigement qui étaient aussi parfaites. Et les clients, globalement, on sont repartis satisfaits de leur séjour. Les quelques difficultés qu'il y avait de queue aux remontées mécaniques, etc., étaient largement compensées par les conditions. Alors, on n'y était pour rien, mais on a eu la chance qu'elles aient été là. Eric, vous abondez dans le sens de Claude. Pour des disciplines comme les vôtres, cette période qu'on a vécue aura au moins eu le mérite de peut-être encore plus les développer? Ah oui, je pense. Et puis même l'année dernière, alors que nous étions fermés, eh bien, beaucoup de monde est venu en vacances et ont découvert d'autres activités que celles pour lesquelles ils seraient venus en temps normal. Un dernier mot? Non, mais voilà, je pense que c'est une chance pour l'avenir. C'est que ça nous a permis de se rendre compte qu'il n'y avait pas que le ski de piste qui permettait aux gens de venir. Et puis ça a permis à nos clients de découvrir notre station autrement et de leur donner envie de revenir. Merci beaucoup, messieurs, tous les deux, merci infiniment. Merci. Merci à Manon Boulben et Alice Baronnet pour la coordination de cette émission. Merci à François Pirot pour la réalisation. Et bien sûr, merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. On se retrouve mardi pour un nouvel épisode de Panorama. J'aurai le plaisir de recevoir Yann Bakowski, le directeur de l'Office du tourisme du Pays de Gex. Bonjour, au revoir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour ce deuxième épisode de Panorama, votre émission de rencontres et de découvertes. Cette semaine, nous sommes à Crozet, dans la station de Montjura, dans le Pays de Gex. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Brenda Kerraro. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour plutôt. Vous êtes chargé d'événementiel à l'Office du tourisme et vous êtes accompagné de monsieur Yann Bakowski, le directeur. Enchanté. Merci à tous les deux d'être là avec Merci. nous. On va commencer avec vous, Yann. Vous avez un parcours assez atypique puisque vous êtes franco-américain. Comment le New-Yorkais que vous êtes a-t-il atterri ici, dans le Pays de Gex? Disons, ça fait 25 ans que je travaille dans le tourisme et la montagne, ça a toujours été un petit peu la destination préférée. Je suis né dans les montagnes de New York et quand j'ai vu l'opportunité, je me suis dit, cette station qui est si proche de Genève, avec tout le Pays de Gex et tout le potentiel en termes de développement, pour moi c'était un endroit idyllique pour m'ancrer et puis pour faire monter tout un tas d'opérations. Qu'est-ce qui vous plaît ici dans ce territoire? Parce qu'à première vue, on est assez loin de New York, là, quand on se penche. On est un tout petit peu loin, mais on a Genève, on a la proximité de Lyon, et c'est vraiment ce mélange de cultures. Le Pays de Gex, c'est quand même une destination où il y a 14% d'expats, donc on entend toutes les langues des gens qui travaillent aux Nations Unies, pour les ONG, pour le CERN, et tout ça, ça fait vraiment un petit coin de paradis cosmopolite. J'ai lu qu'une de vos priorités en arrivant ici en décembre 2019, c'était de développer l'événementiel. C'est un sacré défi quand on voit les 2 ans qu'on vient de vivre. C'est vrai que les 2 ans qu'on a vécu étaient assez compliqués pour monter des nouveaux événements, mais on a quand même réussi parce qu'il y a une forte demande de la part de la population qui a été enfermée depuis si longtemps, de pouvoir respirer, de pouvoir goûter à la culture, goûter à la gastronomie, goûter au fun. Et en fait, à la base, l'événementiel, c'est ça, c'est une opportunité de réunir les gens autour de différentes thématiques afin qu'ils puissent profiter de la destination, de la gastronomie, de la culture. Et donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir goûter à ça après 2 ans. Brenda, en tant que chargée d'événementiel, vous diriez que votre métier a
a changé, évolué depuis 2 ans? Oui, c'est sûr qu'on a dû s'adapter à pas mal de nouvelles réglementations. On a dû être très, très, très flexible. Après, je pense que c'est aussi un beau challenge à relever et quand on a pu, quand même faire, des événements, au cours de ces 2 ans et le fait de réussir à redonner du plaisir aux gens, c'est la plus belle des victoires, malgré les contraintes. Justement, j'allais vous poser cette question. C'est une victoire d'arriver à mettre quelque chose en place quand on voit tout ce qui est justement difficile à faire depuis maintenant 2 ans? C'est une victoire pour nous, Office de Tourisme, c'est une victoire pour les résidents du PageX, pour nos partenaires sociaux pro, parce qu'on remplit des chambres d'hôtel, on crée de l'impact économique, on arrive à créer aussi de la notoriété de la destination, et ça c'est les 3 bases pour un événement. Alors, vous êtes sur ce plateau pour nous parler des grands événements culturels de la station, avec notamment 2 événements, je crois, que vous souhaitez mettre en lumière. Oui, alors le premier, c'est un ensemble d'événements, mais c'est donc Musique Altitude, qui va commencer en beauté donc à partir de juillet, avec notre festival de salsa, donc pour la 2e édition qui s'appelle Cubano 2, et qui aura lieu en fait, principalement, sur la terrasse où nous sommes. Là, on se trouve, ça sera une piste de danse, C'est ça, Voilà. exactement. avec un cadre pas mal, j'imagine. Comment ils sont nés, ces événements? Ils sont nés, Ils d'une sont belle concertation. Tout à fait, du brainstorming, des contacts que nous avons, surtout de l'équipe, de Brenda et Jennifer, et voilà, et des idées qu'on a réussi à mettre en valeur, et puis et aussi un besoin. Il y avait aussi un besoin d'avoir justement des événements qui se passent dans des lieux qu'on trouve nulle part ailleurs. Parce que pour pouvoir faire danser la salsa avec normalement une vue sur le Mont Blanc, il y a qu'ici. Il y a qu'ici qu'on peut faire ça. Vous avez évoqué tout à l'heure Musique Altitude. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, Musique Altitude, c'est né l'année dernière. En fait, l'idée, c'était d'inciter justement les gens à utiliser les remontées mécaniques aussi l'été, parce qu'on connaît beaucoup la station l'hiver, mais il y a certaines personnes qui la découvrent aussi l'été. Et donc, on s'était dit, pourquoi pas créer un concert en haut, pour que les gens se disent, je vais aller profiter du concert et en même temps, je vais aller découvrir la montagne. L'idée de base, c'était ça. Alors, ça a bien marché. Malgré les conditions météorologiques un petit peu de l'année dernière, de l'été dernier, qui n'étaient pas forcément à notre faveur. Et donc c'était quelque chose qu'on voudrait réitérer cette année avec, voilà, en mettant un petit peu toujours plus d'ampleur chaque année. La musique, c'est la vie, la musique. Surtout dans un endroit comme celui-ci, on a le sentiment. Disons que ça rajoute. C'est vrai que parfois on est là pour le calme, on est là pour entendre les bruits de la nature, mais aussi un lieu comme celui-ci, Pour sur s'ambiancer une un peu. terrasse, pour s'ambiancer, ça aide. Alors, Brenda le disait, on est donc sur la terrasse du restaurant Le Yeti, qui sera au mois de juillet. Du coup, la piste de danse de ce festival, Cubano 2. Là aussi, comment est-ce que vous avez eu cette idée de la musique cubaine, la salsa, ici en plein cœur d'une station? Comment ça s'est créé? Alors là, donc c'est plutôt, je parlais de concertation tout à l'heure, là c'est vraiment le cas. Donc on était sur cette idée de Musique Altitude et donc ma collègue Jennifer, que je salue, qui ne peut pas être là aujourd'hui, elle, ça fait 15 ans qu'elle fait de la salsa. Donc elle s'est dit, pourquoi pas contacter quelques personnes dans mon entourage. Et de fil en aiguille, en fait, ça a été un DJ qui a dit oui, puis 2, puis 3, puis des danseurs, etc. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvé avec un festival sur 2 jours, avec 2 journées ici et une soirée, et puis plus de 500 danseurs sur les 2 jours qui ont dansé voilà, sur cette terrasse avec ce panorama magnifique. Et c'était une première pour eux et ils ont été éblouis, il n'y a pas d'autre mot. C'était la première fois qu'ils ont fait un concert un festival en altitude, et c'était parmi les premiers événements qui a eu lieu après le déconfinement. Donc forcément, il y avait une envie, j'imagine. Donc il y avait une envie, il y a des gens qui sont venus de partout en France, et même d'ailleurs, même au-delà de la France, et puis de manière presque instantanée, on a eu une référence en termes de festival de salsa. Excusez-moi le terme, mais ça doit être un gros kiff quand même. Je pense de voir ces gens là. Vous parlez de 500 personnes sur cette terrasse danser face au Mont Blanc. Il y a eu, je pense qu'il y a eu une vidéo qu'on a pris, et surtout une photo où on voit un couple danser avec le Mont Blanc derrière, et franchement c'est une carte postale.
Et quand on voit la joie sur les danseurs, c'est vraiment... J'aurais pas dit mieux, oui. Yann l'a bien dit, la photo pour moi résume à elle seule l'essence du festival et puis vraiment le torrent de remerciements qu'on a eu à la fin du festival de la part des festivaliers sur le fait qu'ils ont, vous avez bien dit, ils ont kiffé de pouvoir déjà se réunir après ces 2 ans, enfin l'année dernière 1 an, et surtout dans un cadre pareil. L'objectif, c'est quoi? C'est de pérenniser cet événement, ce festival? Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on le refait cette année. On rajoute une soirée avec un concert exceptionnel d'un groupe cubain qui s'appelle Michael Blanco et su Salsa Mayor. Donc ça, ce sera le vendredi soir. Et après, la teneur du festival reste la même, c'est-à-dire que c'est toujours le premier festival salsa à 1300 mètres d'altitude. On approche doucement, mais sûrement de la fin de cette saison hivernale. Est-ce qu'il reste quelques moments forts ici pour les gens? Qu'est-ce que vous avez prévu d'ici la fin de la saison? Disons que d'ici la fin de la saison, nous avons pas mal d'animations qui se passent à la fois en station, dans le Pays Gex. On va trouver de la culture, on va trouver des animations pour les enfants, on va trouver des activités gastronomiques. Et tout ça, voilà, ce sont vraiment des choses qu'on peut trouver tout au long de l'année et qui rajoutent à l'expérience qu'on peut avoir ici dans le Pays Gex. Une question pour tous les deux, qui se rapproche un petit peu des questions qu'on a déjà évoquées. Qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui quand on travaille dans l'événementiel? Même si on va dire que les perspectives sont plutôt optimistes. Je dirais, quand on se lance pour faire des opérations à l'extérieur, c'est la météo. Parce que, on est... D'ailleurs, on a de la chance aujourd'hui. On a la chance aujourd'hui. On a la chance d'habiter dans un pays où on est vraiment gâté avec la météo, mais la météo peut être capricieuse et parfois on a des surprises. Donc il faut avoir des solutions de repli qui à la fois demandent de l'ingénierie, qui à la fois demandent des budgets. Voilà, pour moi ça c'est le plus difficile. Alors moi j'aurais dit pareil, de manière générale les conditions extérieures en fait, tout ce qui est imprévu météorologique, imprévu sanitaire, imprévu de dernière minute. Voilà, après ça fait partie du métier, on apprend à le gérer au fur et à mesure et puis c'est l'expérience qui nous forge un petit peu aussi le caractère. J'ai posé la même question à votre président dans notre émission de lundi. Comment est-ce que vous jugez cette saison hivernale et plus généralement cette saison d'après? La saison hivernale était très très bonne. On a eu des conditions d'enneigement qui étaient... il a commencé à neiger début décembre. Le fait que les gens n'ont pas pu skier l'année dernière, on rajoute tous ces facteurs et puis on a vraiment très très bien travaillé. Nos partenaires sociaux pro sont contents. Je pense qu'on a montré qu'on est de retour, le ski est de retour et il ne faut pas hésiter à déjà commencer à réfléchir pour l'année prochaine. Qu'est-ce que vous diriez d'un point de vue événementiel, ce bilan de cette saison dans sa globalité? Je pense qu'il a été bon. Parce que, encore une fois, les gens sont en demande. Donc, dès qu'on propose des choses, ils sont tout de suite très réceptifs. Et ça nous donne vraiment ça nous incite et ça nous donne du baume au cœur pour continuer dans cette lancée et toujours leur offrir plus de plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Je vous souhaite, au nom du 8 Mont Blanc, une bonne fin de saison en espérant que tout se passe bien et puis surtout un bon été avec, on le rappelle, ces 2 gros rendez-vous, Musique Altitude et Cubano 2. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. J'en profite également pour remercier Manon Boulben, Alice Baronnet et François Pirot. Bien entendu, merci à vous, chers fidèles téléspectateurs. Je vous retrouve avec grand plaisir ce mercredi pour un nouvel épisode. On parlera notamment des idées de randonnée avec un guide de haute montagne. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur cette magnifique terrasse du restaurant Le Yeti, ici à Crozet, pour le 3e épisode de Panorama consacré cette semaine au Pays Gex. Nous sommes ici dans la station Montjura. Et pour m'accompagner aujourd'hui, 2 hommes qui connaissent parfaitement les montagnes qui nous entourent. Alain Giraud, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes accompagnateur en montagne. C'est ça. Valentin Chauvin, bonjour. Bonjour. Moniteur de ski de fond, champion de France de sprint. Oui.
Messieurs, une question qui s'adresse à tous les deux pour commencer. Quelles sont les principales qualités de ce massif du Jura dans lequel nous sommes? La principale qualité, c'est la douceur, c'est la tranquillité, c'est les grands espaces, les belles forêts, et puis aussi le calme dans les villages, la gentillesse de l'accueil, enfin, tout ça, quoi. C'est une montagne vraiment douce et facile et agréable. Vous en parlez avec Non. amour. Oui, Ça se sent en tout cas. parce qu'on est bien. Valentin? Ouais, je partage complètement l'avis d'Alain. Donc c'est vrai qu'on aime le Jura parce que ça reste quand même aussi assez sauvage. Et je pense qu'on est tous heureux de vivre dans cet endroit-là. Et voilà, c'est vrai qu'on est tranquille, on est bien, c'est calme et il y a des beaux paysages. Donc, on est Alors, bien. Alain, on va parler justement de ces paysages. Vous êtes accompagnateur en montagne. Parlez-nous des randonnées qu'on peut faire ici. Là. Alors ici, donc, il y a les randonnées d'été, en été. Donc la réserve naturelle a permis de garder des beaux paysages, surtout des espaces protégés avec des pâturages et puis la flore des montagnes. Ici, le mois de juillet, par exemple, est extraordinaire au niveau de la flore. Sur les crêtes, il n'y a pas de pesticides, pas trop d'engrais, pas de choses comme ça. Et c'est magnifique. Les paysages sont grandioses, c'est très large, c'est très grand. On ne croise pas les foules sur les sentiers. Il y a des kilomètres et des kilomètres de sentiers. Et puis beaucoup de fleurs. Et puis l'aspect aussi pastoral. Quand on voit les beaux troupeaux de Montbéliard avec le bruit des cloches au loin, là, c'est une belle musique, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment c'est sensationnel. Donc il faut aller dans les beaux endroits. On peut être bien et se retrouver, et faire des balades pour se retrouver, quoi, pour se décontracter. Comme on peut faire du sport, hein, la partie sportive, tranquille, sans trop déranger, etc. Et l'hiver? Et l'hiver, donc, on est tous les deux au centre nordique de Lavaté. Et là, on a la chance d'être sur un centre qui est un des plus beaux de France, qui offre des pistes extraordinaires avec un entretien vraiment soigné. On soigne l'accueil des gens. Et les pistes sont vraiment entretenues toutes les nuits. Là, ces temps, il y a un peu de glace le matin. Toute la nuit, les dameuses tournent et reproduisent une espèce de poudre douce sur le trajet, quoi. Ce qui nous permet d'accueillir les débutants dans de bonnes conditions et puis d'apprécier le calme de la forêt, la grandeur et puis le côté agréable du ski de fond quand on ne tombe pas, quand on est bien accompagné, quand tout y est. Il en parle bien de ce domaine. Hein. Ouais, il en parle bien et c'est vrai que c'est déjà un beau site de par son environnement et en plus il y a des pistes pour tous les niveaux. Donc ça c'est vraiment top aussi pour enseigner ou pour skier pour soi. On a vraiment tous les niveaux et c'est aussi un site où on a quand même 130 km de pistes, je crois. Et voilà, vraiment avec des profils différents, il y en a pour tout le monde, donc c'est top. Puis avec aussi une très belle vue sur les Alpes si on va un peu plus loin sur les pistes de la Grande Grand, sur les pistes rouges, tout ça. Donc il y a vraiment de quoi faire et c'est vraiment agréable. Puis les pistes sont de très très bonne qualité, comme il le disait, pour le coup, ils font des gros efforts de damage et c'est top. Le domaine de Lavaté est labellisé site d'excellence. Qu'est-ce que ça signifie? Ouais, c'est ça, je crois que j'ai regardé ici, par Par un Nordic voilà, par le Nordic France, c'est ça, ouais. Donc ce que ça signifie, c'est une belle reconnaissance, j'imagine. J'imagine, ouais. J'avoue que je connais pas forcément le label, mais Alain, on va revenir aux sorties que vous organisez. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Si on a envie de faire appel à vos services, comment est-ce que ça se passe? Donc on est plusieurs accompagnateurs en montagne sur le Jura. Donc l'Office du tourisme transmet la liste des accompagnateurs. Ils sont contactés individuellement. Et en groupe, on essaie de donner nos disponibilités pour se renvoyer les clients si on ne peut pas les prendre. Et puis après, on a des programmes fixes où on fait à la carte aussi. C'est-à-dire qu'une famille nous contacte, on peut les emmener dans un des plus beaux coins, dormir dans un chalet ou aller voir un lever de soleil ou un coucher de soleil ou aller manger une fondue se donner un objectif, quoi. Et voilà, et c'est comme ça fonctionne bien. Il n'y a jamais de... Tout demandeur peut trouver un accompagnateur et passer une bonne journée ou 2 jours ou faire une belle balade ou même les grandes traversées du Jura, hein, parce que ça existe et il y a de plus en plus de monde qui se balade sur les crêtes du Jura. Quand on pense au PageX, on pense aussi au col de la Faucille. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à son sujet?
Le col de la Faucille, c'est un endroit qui s'anime de plus en plus avec les programmes 4 saisons. Et puis pour les familles, donc il y a suffisamment d'animation. C'est pas un Luna Park, hein, mais ça reste dans la nature. Il y a une luge d'été, il y a une tyrolienne, et puis il y a la télécabine qui permet de monter tout de suite là où on a les grandes vues sur les plateaux du Jura ou de l'autre côté sur le lac Léman, les Alpes. On parle souvent de la vue des Alpes, mais la vue sur le lac Léman en premier plan des Alpes, c'est un grand plus. C'est fabuleux, les couleurs, là, comme ce printemps, avec la couleur bleue du Léman. Bon, aujourd'hui, on a à peine trop bas là pour la voir, mais Ça commence un petit peu à se sur les dégager, crêtes, sur les crêtes, on la verrait parce qu'on est un peu plus haut. Et donc, cette vue, globalement, cette vue, elle est parfaite. Il y a tout, quoi. Il y a les montagnes douces, le lac, la verdure, et puis derrière, la grande chaîne du Jura qui s'étend sur 400 km de large. Là, on voit tout. On s'amuse à énumérer les sommets, à raconter les histoires sur chacun des sommets, etc. Valentin, pour en revenir au ski de fond, grand bénéficiaire de cette crise avec le ski de randonnée, vous en tant que moniteur, vous l'avez senti, ce nouvel attrait ou le renforcement de cet attrait pour le ski nordique, le ski de fond? Ouais, carrément. Enfin, je vois beaucoup de monde en ski de fond, ça reste ces dernières années, l'an dernier particulièrement. Et aussi, je pense qu'il y a l'effet biathlon aussi qui est sur une chaîne publique. Et beaucoup de gens se mettent au ski de fond aussi grâce au biathlon. Et ça, c'est Avec chouette. des Français qui performent en plus. En plus, avec des Français qui performent, en ski de fond aussi, ça commence à tourner très fort. Donc je pense qu'il y a plein de paramètres qui ont fait que les gens aussi ont peut-être besoin de se retrouver aussi un peu plus au calme. C'est vrai qu'en alpin, des fois, il y a plus de monde au même endroit. Donc je pense que le ski de fond est sur une bonne dynamique. Ouais. Ce côté nature, plus accessible, vous le sentez aussi? Le côté nature plus accessible, ouais. Enfin, donc c'est sûr que la Vatesse c'est au milieu d'une réserve naturelle, du coup. Je parlais plus par rapport à la discipline du ski de fond. Le côté nature, c'est sûr que les gens, je pense, le recherchent justement le fait d'être au calme et tout ça, et les gens sont je pense, de plus en plus friands de ça. Donc oui, c'est sûr qu'en ski de fond, on s'y retrouve pour le coup. Vous êtes tous les deux moniteurs, vous sentez que les habitudes des Français, des vacanciers, des skieurs changent? Oui. Maintenant, ils cherchent la complémentarité, c'est-à-dire on n'oppose pas le ski alpin, le ski de fond ici, et les gens viennent faire du ski alpin, mais dans la semaine, ils vont faire 2-3 sorties de ski de fond, un peu de raquette, ils essaient au moins une fois la raquette, ou ils font que de la raquette s'ils sont pas du tout sportifs. Donc ça permet à tout le monde de pratiquer quelque chose sur la neige dans la nature. Et puis en faisant plusieurs activités pour découvrir. Et nous, pour revenir sur le ski de fond, donc il y a les effets que Valentin a signalés, mais surtout aussi il y a l'arrivée du trail et de la randonnée qui est devenue très moderne avec les équipements modernes. Et puis le fait que maintenant on ouvre ça aux enfants, le matériel a beaucoup évolué. Ces dernières années, il y a plein de facteurs qui font que maintenant le ski de fond n'est plus un sport fatigant, etc. C'est un sport dynamique. Et les gamins accrochent beaucoup. Il va y avoir un grand renouveau par le biais des enfants. Et nous, les écoles de ski, maintenant, on a nos clubs BSF ou clubs BSI, on peut regrouper des collectifs d'enfants. Et là, les enfants sont heureux, eux aussi, ils sont libres, ils se sentent libres. Et vraiment, il y a un développement assez extraordinaire. Dans les années à venir, ça va exploser, la pratique du ski de fond. Ouais. Valentin, Alain le disait tout à l'heure, on est au cœur ici de la réserve naturelle de la haute chaîne du Jura. Vous êtes ambassadeur. Quelques mots justement sur cette réserve naturelle. Oui, donc du coup, je suis ambassadeur avec Xavier Thévenard aussi, qui est de la région. Et donc c'est vrai qu'on évolue, surtout à la Vattais, en plein milieu d'une zone naturelle. Donc il y a des règles à suivre. Je pense que c'est juste des règles de bon sens. Et on est tous contents d'évoluer dans un cadre aussi calme et aussi sauvage. C'est vrai qu'il y a des espèces protégées qui sont à nos côtés, donc on peut être. Enfin, je pense que tout le monde est content de pouvoir croiser un jour un grand tétra ou je sais pas, un lynx, peu importe, mais chacun a ses préférences. Mais c'est vrai qu'on est au cœur d'une réserve et ça demande juste du bon sens, je pense, et de se renseigner aussi sur la réglementation à suivre avant de partir en pratique, surtout en ski de rando et à pied, parce que sur les pistes de ski de fond, le balisage est quand même plus restreint, donc voilà, chacun doit faire attention à ça, et puis c'est aussi ce qui fait le charme du Jura. Donc, Vous avez le sentiment que les gens sont respectueux, justement, ils le savent qu'ils arrivent dans une réserve naturelle? Les gens maintenant, comme c'est très bien balisé, comme le disait Valentin, donc sont respectueux des balisages, mais surtout donc sont intéressés par les balisages. Ça leur donne des itinéraires mesurés, bien calibrés, ils aiment ça. Et finalement, ils sortent beaucoup moins des itinéraires balisés qu'avant.
Et plus les itinéraires sont bien préparés, bien balisés, bien entretenus, bien mesurés, moins on a de monde dans la forêt sauvage qu'il faut respecter. Dernière chose, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui nous regardent pour les convaincre de venir essayer les randonnées ici? Nous, on leur dirait, venez, on vous attend, on est prêts, on vous offre le meilleur. Merci beaucoup en tout Merci cas, à messieurs. vous. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Ça nous aide, en tout cas les gens, je ne sais pas, mais moi ça me donne envie de venir tester. Merci également à Alice Baronnet de l'Office de tourisme et Manon Boulben pour l'organisation. Merci à François Pierrot et Xavier Bouquet pour la partie technique. Je vous retrouve jeudi pour la suite et la fin de notre émission Panorama avec le dernier épisode. On parlera patrimoine et culture. Merci, à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Panorama, votre émission de rencontres et de découvertes. Vous le savez, si vous nous suivez depuis le début de la semaine, nous avons installé notre plateau itinérant en plein cœur du Pays de Gex. Nous sommes sur la station de Montjura pour continuer de découvrir ce beau territoire. Et nous allons parler culture et patrimoine pour cette dernière émission. François-Xavier Verger, vous êtes l'administrateur du château de Voltaire. Bonjour. Bonjour. Mel Reyes, vous faites partie de l'association Voltaire Zatic. Oui. On va parler de la connexion qui existe entre vos deux structures. On va commencer avec vous, François-Xavier. Question toute simple pour commencer. Parlez-nous de ce château de Voltaire. C'est le château qu'a construit Voltaire en 1758. Il a passé là les 20 dernières années de sa vie. Il a accueilli ici, à Ferney, tout ce que l'Europe comptait d'intellectuels, de personnes qui voulaient faire changer la société. Et c'est de là que sont partis tous les grands combats de Voltaire. Que reste-t-il aujourd'hui de l'héritage de l'ancien philosophe dans ce château ? D'abord, le château a été entièrement restauré en 2018, donc il est en parfait état. Il a été remeublé, on a complété les salles par des moyens de médiation pour expliquer qui était Voltaire. Donc on a dans ce lieu aménagé tout un circuit pour parler de l'héritage de Voltaire, parler de ses combats, parler de son œuvre littéraire aussi bien sûr, et parler de tout ce qu'il a fait pour améliorer la condition de vie dans le pays de Gex. Mel Reyes, association Voltaire Zatic, vous travaillez de concert avec le château. Expliquez-nous un petit peu comment cette connexion s'est créée. Alors, nous, moi c'est avec un groupe d'amis, en fait, on a du coup commencé l'association en 2016 en se disant qu'on voulait qu'il se passe des choses dans le pays de Gex, et que justement, il fut un temps où c'était quand même un endroit où il se passait plein de choses et qu'on en avait marre qu'on nous dise qu'il se passait pas grand-chose. Du coup, on se dit qu'il fallait se motiver, donc on a commencé à faire des événements et à monter un peu des festivals, différentes choses. Et du coup, monsieur François-Xavier Verger nous a approchés c'était en 2019, on était prêts pour faire la 3e édition en 2020 de notre super événement, le Festival. Et voilà, donc on a décidé de passer à abattre, et du coup on a ensemble un peu réfléchi à comment faire autrement, et on a du coup inventé un nouvel événement qui s'appelle Arzo au château, qui a permis de suivre toutes les consignes sanitaires et autres, tout en faisant quand même un événement artistique pluridisciplinaire, et du coup permettre à plein de gens du pays de Gex et de Ferney de découvrir et redécouvrir au final le château, parce qu'il y en a qui connaissent, mais il y en a qui ont un peu peur, il y en a qui pensent que c'est que du Voltaire, et qui oublient qu'il y a aussi un magnifique parc autour, et que c'est avec une vue imprenable sur le Mont Blanc pour le coup. Donc on a commencé un peu à travailler ensemble, et ça s'est bien passé, donc on a continué. Pour revenir au château, le monument, aujourd'hui propriété de l'État français depuis 1999, est classé au titre des monuments historiques. Oui, c'est ça, il appartient au ministère de la Culture, et c'est le Centre des Monuments Nationaux qui en assure la conservation et la visite. Vous l'avez dit tout à l'heure, de 2015 à 2018, grande campagne de restauration. En quoi a-t-elle consisté précisément ? On a vraiment pratiqué une restauration intégrale, c'est-à-dire qu'on est parti des fondations jusqu'à la charpente et aux ardoises. On a tout restauré, tout ce qui était fragile, tout ce qui était en danger de conservation peut-être, a été retravaillé, et aujourd'hui donc l'ensemble, tous les étages du château sont dans un état de conservation parfait, et pratiquement tous accessibles au public pour des événements, pour des visites bien sûr, mais aussi pour des expositions temporaires ou des activités pédagogiques par exemple. Cette restauration, elle était indispensable ? Oui, elle était indispensable parce que, par exemple, une installation électrique ou une installation d'eau, au bout d'un siècle, devient dangereuse. Et là, on avait passé le siècle. Donc, véritablement, il était nécessaire d'enlever du château tout ce qui pouvait
le mettre en danger. Et puis bien sûr, la toiture a besoin d'être restaurée tous les siècles, les peintures doivent être refaites. Donc voilà, c'était une restauration sur tout. Et à présent, le château de Voltaire est véritablement un des lieux de prestige du bassin lémanique. Un lieu de prestige et un vrai lieu culturel aujourd'hui. Surtout un lieu culturel, bien sûr. Il se passe toujours quelque chose au château de Voltaire, des expositions, parfois plusieurs en même temps, une exposition patrimoniale ou des expositions de photos, par exemple, avec le prix Voltaire de la photo que nous avons créé, des événements type causerie, cinéma en plein air ou festival de musique, comme le festival Arzo, mais aussi Images sonores cet été ou le festival de violoncelle Cello Arte. Mel, revenons à l'association Voltaire Attic. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, on fait, nous vraiment le but en fait c'est de faire vivre le Pays Gex. Alors il se passe beaucoup de choses dans le Pays Gex, on va dire. Nous on était principalement concentrés plus sur les 25-35 ans sans enfants, les jeunes professionnels qui passent un peu de temps autour des bars, on va pas se mentir, et qui aiment bien la musique, la danse et tout ça. Donc on a commencé vraiment en faisant des événements qui à la base qui nous plaisaient à nous, et au final on a continué, on a remarqué qu'il y a pas mal de gens qui sont prêts à nous suivre, que même là où pour le coup, Seat, on avait peut-être quelques a priori par rapport au château quand on connaissait pas. On se disait, est-ce qu'on peut leur amener des projets un peu différents et un peu déjantés? Et au final, absolument, ça se passe super bien. Donc ça permet en fait le plus on fait des événements, le plus on découvre qu'en fait c'est vraiment possible et il y a une vraie envie de la part des gens du Pays Gex, mais aussi des gens qui y travaillent en fait, et de faire vivre la région et de faire vivre aussi le côté communauté, quoi. On veut tous éviter que les gens juste, pas qu'ils aillent que en Suisse en fait, leur dire qu'il y a quelque chose de ce côté-là de la frontière aussi. Il se passe plein de choses. Et parmi ces événements, 2 avril prochain, une soirée chez l'aubergiste. Quel en est le concept? Alors, la Ça a l'air soirée... d'être j'ai regardé les visuels, ça a l'air d'être un sacré événement. On s'est beaucoup amusé pour les visuels, effectivement. C'est encore une fois, c'est vu qu'on a eu le droit d'être un peu fou et de prendre des photos au château, on s'est dit que ça valait la peine. La soirée chez l'aubergiste, du coup, pour nous, c'est notre soirée de levée de fonds. Parce que comme tout le monde, les 2 dernières années en événementiel ont été un petit peu compliquées. Donc là, c'est la super occasion de pouvoir lever des fonds pour nous et proposer une soirée qui sort vraiment de l'ordinaire pour les gens qui nous soutiennent. Donc on va faire... on nous a gentiment prêté le château. Et en grosse collaboration, on va dire, du coup, on a l'apéro, toute la partie apéro dans l'orangerie, donc comme ça, pouvoir découvrir l'orangerie aussi, on a beaucoup parlé du château, mais c'est vrai que l'orangerie, c'est aussi une pièce qui est absolument magnifique. Encore une fois, vue sur le Mont Blanc tout du long. De toute façon, je pense que c'est difficile de ne pas avoir la vue sur le Mont Blanc depuis le château, à moins qu'on soit derrière. Il faut regarder le Jura, je crois. Voilà, c'est ça. C'est vraiment... très beau aussi, évidemment. Ah, c'est magnifique aussi. Donc on fait l'apéro avec de la musique dans l'orangerie, et après on invite tout le monde dans les salles basses qui sont normalement justement réservées pour des expos et des choses comme ça, et où normalement on ne peut pas aller dîner dedans. Donc là on invite tout le monde à dîner avec une expo artistique aussi de Mike Leyland, qui est un artiste local, où on va exposer toutes les œuvres un peu dans les salles basses, et après on repart dans l'orangerie pour le côté bar, concert, DJ pour la fin de soirée, et surtout petit plus où la découverte nocturne du château, où ça du coup vous restez ouvert gentiment pour que nos invités puissent découvrir le château tout illuminé de nuit avec les lumières jaunes et ça fait rêver. Voilà, les bougies. Électriques certes, mais les bougies. Mais bougies quand même. François-Xavier, cette passerelle entre tradition et modernité, c'était aussi un de vos objectifs? C'est notre vie, quoi qu'il en soit. Nous sommes un établissement public qui gère des monuments, mais qui le fait dans son siècle, avec les artistes de son siècle. Donc nous sommes exactement comme il y a 300 ans ou 250 ans, Voltaire avait fait venir des artistes de son temps, pardon. Nous faisons exactement pareil. Et il n'y a pas de frontière entre ces différents modes de mise en valeur du monument, pour le faire vivre dans son territoire, et quoi de mieux que de travailler avec les forces vives de ce territoire, toutes celles-ci en particulier, de manière à
à accueillir toujours un public renouvelé. Et ici, justement, dans la région, le public se renouvelle souvent. Donc, nous avons un effort particulier pour toujours accueillir les nouveaux arrivants, pour leur montrer que ce patrimoine est le leur, que Voltaire est universel et qu'on l'aborde par la musique, par la sculpture ou par la photographie. Le château de Voltaire est un lieu où on doit venir et revenir pour passer un bon moment, pour découvrir des projets culturels et rencontrer d'autres personnes aussi. Pourquoi il avait choisi ce lieu, très précisément, ce château, Voltaire? Oh, c'est un concours de circonstances. D'abord, il n'a pas choisi le château puisqu'il l'a construit. Il a choisi la seigneurie de Ferney parce qu'il il habitait depuis quelque temps à Genève. Il a souhaité revenir côté français et il a eu l'opportunité d'acheter la seigneurie. Mais Ferney est devenu Ferney-Voltaire parce que Voltaire a véritablement engagé des moyens conséquents. Il a mis toute sa fortune pour développer l'agriculture, pour assainir les marais, pour faire de ce lieu un lieu où il se passait ce que l'Europe comptait de mieux. Il a créé un théâtre, il a fait venir les plus grands artistes d'Europe, de Paris bien sûr en particulier. Mais voilà, Voltaire a créé cette ville. On est passé d'un hameau à une ville et c'est lui qui en est vraiment l'origine. Et c'est pour ça que la population au XIXe siècle a souhaité donner le nom de Voltaire à la commune et c'est un hommage magnifique. Ferney-Voltaire. Ferney-Voltaire, bien sûr. Mel, pour revenir à l'association, d'autres événements estampillés Voltaire-Zatic dans les semaines, les mois à venir? Oui, plein. On commence le 2 avril du coup avec la soirée chez l'aubergiste et après on enchaîne, on continue, on fait le 18 juin du coup on a un événement qui s'appelle le Minival. C'est un festival de poche qui vous va comme un gant. C'est un festival de petit format sur une journée à Saint-Genis-Pouilly. C'est un peu par là-bas. Et on fait la fête de la musique aussi là-bas, en partenariat du coup avec la mairie. On participe aussi au Cubano du coup, qui est organisé par l'Office du tourisme. Ça, j'imagine que vous en avez déjà parlé. On a vraiment très très hâte. J'espère qu'il n'y a pas trop de boulot parce que comme ça on pourra danser un petit peu quand même. Et donc ça c'est début juillet. Et après on finit notre saison avec le 16 juillet, Arzeau au château. De retour du coup au château de Voltaire, avec là un événement artistique pluridisciplinaire avec vraiment plein de genres, plein d'artistes un peu différents. On les met dans des enclos et puis les gens font le tour. C'est assez marrant. Ça finit avec un concert. C'est la configuration Covid évidemment, mais peut-être qu'on pourra s'en passer cette année. On l'espère, on croise les doigts. On va quand même leur laisser leur espace. Au final, les artistes aiment beaucoup, ils apprécient beaucoup avoir de l'espace personnel en fait. C'est assez sympa. Ouais. Merci beaucoup tous les deux, pour ce point très complet. Bonne fin de saison hivernale et puis bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Merci bien, voilà, Panorama au Pays de Gex, c'est terminé. J'espère qu'on vous aura donné envie de venir profiter de ce territoire dans ce qui reste de l'hiver ou encore cet été. Mes traditionnels remerciements, Alice Baronnet de l'Office du tourisme, Manon Boulben de Huit-Mont-Blanc, Xavier Bouquet de Huit-Mont-Blanc et un remerciement tout particulier à François Pirou. Je sais qu'il ne veut pas, je le vois, il est derrière la caméra, il ne veut pas, mais je voulais le remercier au nom de toute l'équipe de Huit-Mont-Blanc pour ces très nombreuses années où il nous aura très bien accompagnés. On lui souhaite bon vent, il tire sa révérence. Merci beaucoup François, à très vite. Vous, je vous dis à très vite également, chers fidèles téléspectateurs. On se retrouve très rapidement sur Huit-Mont-Blanc. Au revoir.